L'erreur, c'est de penser que les loisirs ne sont qu'une distraction ou une échappatoire. Il est confortable de croire que peu importe ce que tu fais de ton temps libre, tant que ce n'est pas nuisible. Mais ce confort est dangereux. La façon dont tu choisis tes loisirs révèle la différence entre te construire ou te gaspiller. Il ne s'agit pas de paraître intelligent, il s'agit d'expliquer pourquoi ceux qui réussissent ne misent pas sur des passe-temps choisis au hasard. Il s'agit de comprendre que ce que tu fais en dehors du travail compte autant que ta profession. Les loisirs peuvent entraîner ton caractère ou l'affaiblir. Et presque personne ne le prend au sérieux. Si tu te demandes pourquoi tu n'avances pas, regarde comment tu occupes tes heures libres. Les médiocres attendent que le divertissement leur sauve la journée. Ceux qui progressent choisissent des activités qui exigent discipline, attention, stratégie. Ce n'est pas de la chance, c'est un schéma de comportement. Le bon loisir t'apporte discernement, compétences utiles et force de caractère. Le mauvais ne t'apporte qu'évasion. Ne confonds pas plaisir et progrès. Tu peux passer des années à t'amuser et rester tout aussi fragile, dispersé, sans discernement. Le changement commence quand tu choisis des loisirs qui t'obligent à réfléchir, à te mesurer, à t'améliorer. Quand tu comprends que le vrai repos est celui qui te rend plus fort, pas celui qui t'endort. Reste jusqu'à la fin, car la dernière leçon, l'action cohérente, est celle que tu auras le plus de mal à accepter. Si cela résonne en toi, abonne-toi. Première leçon. Choisis avec intention, pas par impulsion. Décider consciemment de tes loisirs, évite la médiocrité automatique. Il y a quelque chose que tu dois accepter. Ton temps libre construit aussi ton caractère. Il n'existe pas de neutralité. Chaque choix additionne ou soustrait. La règle est simple, les loisirs que tu choisis délibérément te construisent. Ceux que tu suis par impulsion te stagnent. Choisir des passe-temps au hasard, simplement parce qu'ils divertissent ou font passer le temps, est une recette sûre pour la médiocrité automatique. Le loisir sans discernement est le terreau fertile où pousse la paresse mentale et le manque de direction. Si tu n'organises pas tes moments hors du travail, ces espaces se remplissent de distractions qui ne t'apportent rien. C'est confortable, oui, mais cela ne t'emmène nulle part de précieux. Chaque heure investie dans quelque chose qui ne t'exige pas ou ne t'améliore pas est une heure de moins pour te construire toi-même. Ce n'est pas juste du divertissement, c'est une décision sur qui tu vas devenir. Exemple quotidien, tu rentres fatigué du travail. Sans réfléchir, tu allumes la télévision et passes 2 heures à regarder n'importe quoi. Ou tu ouvres ton téléphone et te perds dans des vidéos et des messages sans filtre. Tu dis que tu déconnectes, mais en réalité, tu cèdes ton temps à des habitudes qui ne t'apportent rien d'utile. Le salon reste silencieux, seulement le murmure constant de l'écran et le reflet bleu sur ton visage. Dehors, la journée se termine sans que tu remarques le passage des heures. Parfois, tu ne te souviens même plus de ce que tu as vu ou lu. À l'inverse, tu pourrais choisir un loisir qui t'apprend quelque chose de concret. Apprendre une langue, améliorer ta force à la salle, lire un livre qui challenge ta pensée, programmer, t'exercer à l'écriture, résoudre des problèmes de logique. Imagine une soirée différente. Tu poses le téléphone face contre table, tu ouvres ce livre en attente et tu lis 20 pages, ou tu sors marcher en écoutant un podcast dans une autre langue. À la salle de sport, tu croises les mêmes visages décidés. Il y a un salut bref, un regard de reconnaissance. La différence se voit, ton corps répond, ton esprit connecte de nouvelles idées. Même les autres le remarquent. On commence à te demander ce que tu lis, tes progrès physiques, ce nouvel intérêt que tu n'avais pas avant. Je ne parle pas d'éliminer le divertissement, mais de lui mettre une limite et de choisir une activité qui te construit, ne serait-ce que 30 minutes par jour. Cette différence, répétée tout au long de l'année, sépare ceux qui avancent de ceux qui restent les mêmes. Ce n'est pas le destin, c'est ta conduite répétée. Deuxième point. Leçon 2.
Ce que tu pratiques se remarque. Cultiver des passe-temps utiles élève la manière dont les autres te perçoivent. Arrête de remplir ton temps avec des distractions vides. Ne permets pas que tes loisirs ne soient que des échappatoires à la réalité. Choisis des activités qui te construisent, pas qui t'anesthésient. La norme est simple. Ce que tu pratiques au quotidien se reflète dans ton caractère et dans le respect que tu inspires. Chaque minute investie dans un passe-temps inutile est un vote en faveur de la médiocrité. Si tes loisirs ne t'apportent ni discernement, ni compétence, ni discipline, ils te font perdre. Les personnes à succès ne laissent pas leurs intérêts au hasard. Elles choisissent des passe-temps qui leur donnent des outils, qui les poussent à mieux réfléchir, à agir avec plus de maîtrise et à se distinguer des autres. Il ne s'agit pas de remplir le temps, mais de l'utiliser pour construire quelque chose en toi. Observe-le au quotidien. Le samedi arrive, le groupe se réunit. Certains parlent de la série du moment, de même, de la dernière tendance sur les réseaux. Toi, sans chercher à attirer l'attention, tu mentionnes que cela fait des semaines que tu perfectionnes une recette complexe, ou que tu as réussi à lire un livre difficile, ou que tu as terminé une formation technique. Les expressions changent. Il y a un court silence, puis des questions. Quelqu'un te demande d'expliquer davantage, un autre te demande le nom du livre. La conversation change de ton. Tu n'es plus un parmi d'autres. Le poids de ton discernement se fait sentir. Quelques jours plus tard, au bureau, un problème inattendu surgit. Celui qui passe des heures sur des passe-temps futiles reste silencieux, attend des instructions. Toi, tu proposes une solution basée sur ce que tu as appris en dehors du travail. Tu ne le dis pas pour te vanter, cela vient simplement. Les autres le remarquent. La chef t'observe un peu plus longtemps que d'habitude avant de répondre. Elle note quelque chose dans son carnet, pas besoin d'expliquer. La différence est déjà installée. À un autre moment, une connaissance te demande un conseil. Il ne cherche pas n'importe qui. Il cherche celui qui a quelque chose de personnel derrière, celui qui a cultivé quelque chose au-delà du superficiel. Le respect ne s'exige pas, il se manifeste dans les détails, ta façon de répondre, de soutenir le regard, de choisir tes mots. Les autres ajustent leur manière de te traiter. Les invitations changent, les sujets de conversation aussi. Ce n'est pas un hasard, c'est ton manque de discernement. Cette erreur semble petite, la suivante ne le sera pas. Maîtrise silencieuse. Leçon 3. Investis ton énergie, ne la gaspille pas. Te consacrer à des activités qui te défient renforce ta vitalité et ta concentration. Musonius Rufus a dit « Si tu désires le bien, obtiens-le de toi-même ». Traduction. Attendre des autres qu'ils changent ta vie, c'est céder ton pouvoir. La règle est simple. Choisis des passe-temps qui développent des compétences utiles et un jugement solide, où tu paieras le prix d'une vie médiocre. La plupart gaspillent des heures dans des distractions qui ne font qu'engourdir l'esprit. Le coût n'est pas seulement le temps. C'est la détérioration de ta discipline, de ton jugement et de ta capacité à te concentrer. Quand tu consacres ton énergie à des activités qui ne te défient pas, tu deviens plus faible, moins capable de faire face aux vrais problèmes. Chaque minute investie dans des passe-temps vides est une minute qui ne construit rien. La différence entre ceux qui avancent et ceux qui stagnent réside dans la façon dont ils utilisent leur temps en dehors du travail. Certains s'entraînent, d'autres se dissipent. Observe un après-midi ordinaire. Quelqu'un sort du bureau, traverse la ville en transports en commun avec des écouteurs sur les oreilles, plongé dans des vidéos courtes. En arrivant à la maison, l'écran du téléviseur s'allume presque par réflexe. Le canapé devient un refuge et les minutes s'évaporent. Personne ne remarque le passage du temps, sauf par le bâillement automatique et la sensation de lourdeur à la fin de la journée. Le lendemain, la conversation au travail tourne autour de la dernière série. Les visages sont les mêmes, les sujets aussi. Rien ne change. Ailleurs, à la même heure, quelqu'un d'autre rentre chez lui et enfile ses baskets pour aller courir. L'air froid lui frappe le visage. Mais il continue.
À son retour, il ouvre un livre, prend des notes. Peut-être consacre-t-il 1 heure à pratiquer un instrument ou à réviser des phrases dans une autre langue. Il n'y a pas de public, pas d'applaudissements, seulement le silence et le progrès. La famille observe cet effort du coin de l'œil. D'abord avec scepticisme, puis avec une certaine curiosité. Un jour, quelqu'un demande comment il a réussi à apprendre quelque chose de nouveau ou pourquoi il semble moins fatigué que les autres. Le changement est visible, la posture, le regard, la manière de réagir aux problèmes quotidiens. Ceux qui se dissipent ne remarquent le vide que lorsqu'il devient trop évident, oubli fréquent, irritabilité, sensation de stagnation. Ceux qui s'entraînent voient les fruits dans les moindres détails. Plus de patience, moins de réactivité, des opportunités que d'autres ne voient même pas. Ce n'est pas seulement du divertissement, c'est ta vie et ton jugement que tu mets en jeu. Ce n'est pas le destin, c'est ta conduite répétée. La maîtrise, c'est choisir le défi quand personne ne regarde. Dans la prochaine leçon, je vais te montrer comment distinguer les activités qui te construisent de celles qui ne font que t'occuper. Leçon 4. Apprends à t'ennuyer sans abandonner. Soutenir la pratique quand la nouveauté disparaît. Entraîne ta véritable persévérance. Tu es à la salle de sport et après 2 semaines, la motivation s'évapore. Il n'y a plus de selfie, plus d'envie de te vanter. Tu répètes simplement la routine, sans applaudissements, sans nouveauté. Le bruit des haltères ne te dit plus rien. Tu sens la sueur sur ton front, mais il n'y a pas de satisfaction immédiate, seulement l'écho de tes propres pas entre les machines vides. Dans les vestiaires, les autres poursuivent leur conversation, mais tu n'as plus rien à raconter. Tu regardes l'horloge, comptant les minutes jusqu'à la fin, tandis que l'écran de ton téléphone reste noir, sans nouveaux messages ni notifications pour te distraire. Ou sur WhatsApp, tu rejoins un groupe pour apprendre quelque chose de nouveau, mais quand la conversation devient monotone, tu cesses de participer. Le groupe reste actif, mais ce qu'ils disent ne t'intéresse plus. Les messages s'accumulent sans être lus. Personne ne t'oblige à rester. Personne ne t'exige de terminer. Le silence de ton absence ne gêne personne. Cela ne se remarque que dans la liste des membres, où ton nom reste figé, sans activité, comme un meuble oublié dans un coin. La règle est simple. Ce que tu fais quand la nouveauté disparaît définit ton vrai caractère. La plupart abandonnent juste au moment où l'excitation initiale s'éteint. Ils confondent l'ennui avec un signal qu'il faut abandonner. Mais la compétence ne se construit pas dans les moments amusants. Elle se forge dans la lassitude, la répétition, dans la discipline de soutenir la pratique quand personne ne regarde et quand ton ego réclame une excuse pour tout arrêter. Si tu ne choisis que des passe-temps et des pratiques pour le plaisir immédiat, tu ne développeras jamais de jugement solide ni de compétences utiles. Ton seuil d'inconfort sera celui d'un amateur. Imagine-toi au travail. Tu commences un cours de spécialisation et, au 3e module, tout te paraît répétitif. Le professeur répète les mêmes concepts, les devoirs s'accumulent, et tu ouvres la plateforme chaque fois avec moins d'enthousiasme. Tu songes à abandonner parce que ça ne t'apporte plus rien. Mais c'est la voie de la médiocrité. Celui qui se démarque, c'est celui qui termine ce qu'il commence, même quand la seule récompense est de savoir qu'il a résisté à la tentation d'abandonner. Ou dans une relation, tout est nouveauté au début, mais quand la routine s'installe, tu cherches des distractions au lieu de maintenir l'engagement. Les conversations deviennent prévisibles, les silences plus longs et les sorties moins fréquentes. C'est ainsi que l'inconstance s'entraîne. Le résultat te montre la vérité. Et il y a plus. Leçon 5. Montre des résultats, pas des opinions. Laisse tes progrès parler pour toi, cela t'impose avec autorité. Marc Aurèle a dit « Si quelque chose d'extérieur te fait souffrir, ce n'est pas cette chose qui te trouble, mais ton jugement à son sujet. » En pratique, le problème n'est pas ce qui s'est passé, c'est la manière dont tu l'interprètes. La règle est simple, ta vraie valeur se mesure à ce que tu produis, pas à ce que tu penses.
Beaucoup tombent dans l'illusion de croire que parler, commenter ou critiquer les rapproche du succès. La vérité est tout autre. Seule la discipline de développer des compétences et de montrer des progrès solides sépare ceux qui avancent de ceux qui ont toujours une opinion, mais jamais de résultat. Ton jugement se forge dans l'action, pas dans les paroles. Quand tu choisis des passe-temps qui développent des capacités utiles, le résultat devient visible et t'impose avec une autorité réelle. L'opinion est facile, le progrès non. Observe une réunion de travail. Quelqu'un prend la parole, expose des théories sur la façon dont le processus devrait fonctionner, critique la méthode d'un autre, suggère des changements. Quand tu examines son historique, il n'y a pas de livrable, aucun fichier terminé, aucune métrique pour soutenir ses paroles. Le silence gênant qui suit la demande de résultats en est la conséquence. Les autres le remarquent, regards échangés, gestes brefs de méfiance, notes griffonnées sur des carnets. En revanche, celui qui arrive avec un rapport terminé, une solution mise en œuvre, se contente de le montrer. Il n'y a pas de discussion. L'atmosphère change, les questions cessent, l'attention se porte sur le résultat. À la salle de sport, celui qui parle peu et s'entraîne chaque jour n'a pas besoin de défendre sa méthode. Le progrès est visible. La charge qui augmente sur la barre, les vêtements qui tombent différemment, la sueur laissée sur le banc. Les regards des autres s'attardent. L'entraîneur acquiesce en silence. Il n'y a pas besoin d'expliquer quoi que ce soit. À la maison, celui qui fait vivre la relation par des actions, prépare le dîner, résout un problème, tient ses promesses, n'entre pas dans de longs débats sur l'engagement. L'atmosphère est différente, moins de mots, plus de confiance. Les gestes deviennent directs, les disputes s'apaisent. Dans tous les cas, la conséquence est la même. L'environnement répond au progrès réel, pas à l'opinion. Le respect ne se négocie pas, il s'impose. Le résultat est en train de te montrer la vérité. Ce n'est que le début. Leçon 6. Ton environnement fixe ton standard. T'entourer de personnes qui développent leurs compétences, élève ton propre niveau. Tu es à une réunion et le sujet dérive vers ce que chacun fait en dehors du travail. Certains racontent qu'ils passent des heures sur des jeux vidéo, d'autres sur des séries, et un seul mentionne qu'il apprend une nouvelle langue. Personne ne réagit. On passe au sujet suivant. Tu te demandes alors si cela vaut vraiment la peine d'investir du temps dans quelque chose d'exigeant quand personne autour de toi ne le fait. La règle est simple. Ton environnement définit ce que tu considères comme normal, et normal est le plafond de ton ambition. Tu quittes la réunion et tu rentres chez toi à pied. La conversation continue de résonner dans ta tête. Tu consultes ton téléphone. Le groupe WhatsApp regorge de mèmes, de plans pour de la restauration rapide, de blagues éculées. Tu proposes de vous entraîner ensemble ce week-end. Tu ne reçois qu'un emoji qui rit et quelques messages ignorés. Un silence sec, suivi d'une invitation à regarder le match. Tu prends une bière, tu t'installes sur le canapé et, sans t'en rendre compte, ton idée initiale de t'améliorer se dissout dans les rires et les distractions. Le cycle se répète la semaine suivante, puis encore la suivante. Si tu t'entoures de personnes qui ne cherchent que la distraction, ton critère s'aligne sur le minimum d'effort. Tu perds l'élan de t'exiger davantage parce que personne ne te le demande. La conséquence est invisible, mais dévastatrice. Ton standard se fige dans la médiocrité. Pas de pression positive, pas de comparaison qui dérange, pas de défi. Résultat, tu consacres ton temps et ton énergie à des passe-temps qui ne font qu'amuser, jamais construire. Tu perds des années précieuses à répéter ce qui est confortable et facile, tandis que d'autres avancent. Tu aperçois une connaissance à la salle de sport, s'entraînant seul. Il ne salue pas, il hoche simplement la tête. Il est concentré, il sort en sueur sans se retourner. Le lendemain, tu le vois sur les réseaux en train de partager une nouvelle certification. Le contraste est inconfortable. Ton groupe n'en parle même pas, comme s'il n'existait pas. L'écart se creuse. Pense au groupe WhatsApp avec tes amis de toujours. Si tu proposes d'aller courir,
Tout le monde trouve des excuses. Si tu suggères d'apprendre quelque chose de nouveau, il change de sujet. Que fais-tu? Tu t'adaptes. Tu choisis la voie facile. Jeux vidéo, bière, comme d'habitude. Ce que tu ne vois pas, c'est qu'au même moment, ailleurs, d'autres s'entraînent, lisent, progressent. Eux deviennent des références, les uns pour les autres, et élèvent leurs standards. Toi, tu restes le même. Ce n'est pas le destin, c'est ta conduite répétée. Dans la prochaine leçon, tu verras comment la discipline quotidienne dans tes pratiques personnelles détermine, sans marge d'erreur, le niveau de respect que tu inspires. Tout le monde n'est pas capable de supporter l'inconfort d'un environnement exigeant. Leçon 7. Ne te disperse pas. Un objectif, un loisir. Concentrer tes efforts sur une seule compétence accélère ton progrès. Ton problème n'est pas un manque de motivation ou de temps. C'est que tu te disperses dans trop de choses qui n'apportent rien. L'erreur, c'est de croire qu'essayer 1000 loisirs te rend plus complet. La réalité, cela ne fait que te fragmenter. La règle est simple. Choisis un objectif clair et un seul loisir qui développe une compétence utile, puis transforme-le en discipline quotidienne. Quand tu passes d'une activité à l'autre, tu n'avances jamais vraiment dans aucune. La dispersion se déguise en curiosité, mais en réalité, c'est un manque de discernement et de contrôle. Chaque fois que tu ajoutes un nouveau passe-temps juste pour te divertir ou suivre la mode, tu affaiblis ton véritable progrès. Ce qui compte, ce n'est pas le nombre de choses que tu essaies, mais dans laquelle tu deviens vraiment bon, car c'est là que se construit ton avantage et ton jugement solide. Au travail, tu t'inscris à tous les cours, guitare, cuisine, photographie, langue. Chaque semaine, tu commences quelque chose de nouveau, mais tu ne termines rien. Sur WhatsApp, tu te vantes d'avoir beaucoup d'intérêt, mais quand on te demande dans quoi tu es vraiment doué, tu ne sais pas quoi répondre. À la salle de sport, tu changes de routine chaque mois parce que tu t'ennuies, mais tu n'as pas de résultat clair. À la fin de l'année, tu as une liste de tentatives et zéro progrès réel. Ce n'est pas le destin, c'est ton comportement répété. La dispersion a des conséquences concrètes. Observe ton bureau, rempli de livres ouverts à moitié, de cahiers dont seules les premières pages sont écrites, le reste est vierge, de matériel de peinture dont tu ne te souviens même plus de l'achat. Ton téléphone vibre avec des notifications de groupes différents, tous liés à une activité que tu n'as essayé qu'une ou deux fois. Des chaises couvertes de vêtements de sport pour des disciplines que tu as abandonnées sans prévenir personne. Lors des réunions, quand le sujet des compétences est abordé, tu restes silencieux. Les autres mentionnent des réussites, des certifications, des projets terminés. Toi, tu fais un geste vague, tu souris, mais personne ne te pose davantage de questions. La conversation continue sans toi. Tes amis ne t'invitent plus à leur tournoi d'échecs ni aux sorties de randonnée. Ils savent que tu ne confirmes jamais ou que tu ne viens qu'une fois puis tu disparais. Au travail, ton chef cesse de te confier des tâches importantes parce qu'il sait que tu manqueras de concentration pour les terminer. À la maison, tes parents ou ton partenaire ne te demandent plus de nouvelles de tes projets personnels. Ils acquiescent simplement en silence, croisent les bras et changent de sujet. La maîtrise n'est reconnue que lorsqu'elle est visible. Leçon 8. Cesse de chercher la validation externe. Pratiquer par conviction et non pour l'approbation renforce ton discernement. Il y a quelque chose que tu dois accepter. La ligne qui sépare celui qui progresse de celui qui stagne est invisible, mais elle existe. Tout ce qui semble inoffensif ne l'est pas forcément. Si tu franchis cette limite, tu perds le contrôle de ton propre discernement. La règle est simple. Seuls ceux qui choisissent leur passe-temps par conviction et non pour obtenir l'approbation développent un discernement solide et des compétences utiles. Quand tu choisis tes activités en fonction du regard des autres, ton développement ne t'appartient plus. Tu deviens dépendant des réactions extérieures. Cela t'oblige à adapter tes intérêts et ton temps à ce que les autres attendent et non à ce que tu as réellement besoin de construire. Le résultat, tes compétences sont superficielles, ton discernement s'affaiblit,
Ton autodiscipline se relâche. Tu ne t'en rends pas compte, mais tu sacrifies une croissance réelle pour une acceptation passagère. Pense à celui qui publie chaque progrès sur les réseaux en attendant des applaudissements, ou à celui qui ne suit un cours que si c'est à la mode parmi ses amis. Il choisit ses passe-temps, ses sports, même ses livres, seulement s'ils lui garantissent des j'aime ou des commentaires. Avec le temps, il devient incapable de pratiquer dans le silence. Il n'évolue pas et n'avance pas. Il ne fait que répéter ce que les autres valident. Quand il doit résoudre quelque chose d'important ou prendre des décisions sous pression, il n'a ni les outils ni le discernement nécessaire. Son progrès est une illusion. Regarde comment, dans une conversation, ce genre de personne attend des regards d'approbation avant d'apporter une opinion. Observe comment il vérifie son téléphone après chaque commentaire, cherchant des réactions, lisant les gestes des autres, ajustant sa posture selon l'ambiance sociale. Les silences le mettent mal à l'aise. Si personne ne répond, il se replie, évite d'approfondir. Son identité se dilue peu à peu dans ce que les autres considèrent acceptable. La conséquence est directe. Tu deviens insignifiant à tes propres yeux. Si tes passe-temps, tes pratiques et tes habitudes dépendent du regard des autres, tu ne construis jamais une base solide. L'approbation externe n'est jamais suffisante et ton discernement s'érode sans que tu t'en aperçoives. Ton véritable progrès s'arrête dès que tu commences à chercher des applaudissements au lieu de résultats. C'est ici que cela empire. La maîtrise est solitaire. Leçon 9. L'utile chasse le trivial. Remplacer les passe-temps vides par des compétences pratiques transforme ta vie quotidienne. Sénèque a dit « Ce qui nous trouble, ce n'est pas ce qui arrive, mais notre opinion sur ce qui arrive. » En d'autres termes, ta réaction définit ton pouvoir, pas la situation. La règle est simple. Ce que tu choisis de faire de ton temps libre révèle ton véritable jugement et détermine ta valeur réelle. Beaucoup pensent que le succès dépend de grandes opportunités ou de talents innés, mais le véritable facteur distinctif est la qualité de tes choix quotidiens. Les médiocres remplissent leurs heures de distraction bon marché et de passe-temps sans retour. Ceux qui progressent choisissent des loisirs qui développent des compétences utiles, du discernement et de l'autocontrôle. Si tes moments de loisirs ne t'exigent ni discipline, ni ne te laissent meilleur qu'avant, ils ne font qu'alimenter la faiblesse. Le choix délibéré d'activités pratiques te distingue de la masse, car il transforme chaque instant en investissement. Après le travail, observe la scène. La majorité sort en traînant les pieds, consulte des notifications sans regarder personne et s'assoit sur le canapé avec la télévision en bruit de fond. La télécommande passe de main en main. Personne ne dit rien de significatif. De l'autre côté, il y a celui qui ferme l'ordinateur, enfile ses baskets et part courir sous une légère bruine. Il rentre chez lui, prend un livre et note des phrases, ou il se connecte à un cours en ligne pendant que les autres ne se souviennent même plus de ce qu'ils ont vu à l'écran. Sur WhatsApp, les groupes se remplissent de messages vides. Les notifications retentissent, mais il n'y a aucun contenu qui vaille la peine. Certains lisent en silence, d'autres répondent par des monosyllabes. À l'inverse, ceux qui cherchent à avancer participent à des discussions où l'on analyse des stratégies, partage des documents, propose des projets. Le lendemain, ces mêmes personnes reçoivent des messages privés avec des invitations à collaborer sur quelque chose de concret. Le changement est visible. De nouvelles opportunités, une autre réputation. En couple, la différence devient évidente avec le temps. Certains répètent le même rendez-vous dans le même restaurant, parlent peu et regardent leur téléphone. D'autres choisissent de planifier ensemble un objectif, s'inscrivent à un atelier, organisent une longue promenade où surgissent des conversations différentes. L'ambiance change, il y a des défis, des silences gênants, mais aussi un respect croissant. Si tu cherches seulement la distraction, tu répètes le cycle. Si tu choisis de construire, tu t'en détaches. Le schéma, c'est toi, pas la situation.
Dans la leçon suivante, tu verras comment l'environnement que tu tolères définit ta norme et pourquoi accepter la médiocrité est la première étape pour la perpétuer. Leçon 10. Fais le même si tu n'en as pas envie. Agir avec constance, même sans motivation, c'est ce qui fait la différence. Ton problème n'est ni le manque de talent, ni l'absence d'opportunité. C'est que tu n'agis que lorsque tu te sens inspiré ou motivé. Tu crois que la motivation est le moteur, mais ce qui te fait vraiment couler, c'est l'incapacité à maintenir une routine utile une fois que l'émotion s'est éteinte. Le comportement qui sépare ceux qui obtiennent des résultats de ceux qui stagnent est simple. Les personnes qui réussissent choisissent et maintiennent des loisirs, des habitudes et des pratiques qui construisent des compétences utiles, même si cela les ennuie, même si elles n'en ont pas envie, même si personne ne les applaudit. La discipline n'attend pas que le corps ou l'esprit le veuille. Elle s'exécute par devoir, pas par caprice. Se tromper soi-même, c'est penser que la réussite dépend de l'inspiration, que le jugement se forme seulement quand ça vient tout seul. Mais la réalité est différente. Le muscle du discernement se construit à chaque répétition inconfortable. Chaque jour où tu t'assieds pour écrire, lire, t'entraîner, apprendre quelque chose de précieux, même si la motivation est morte. Le médiocre attend d'avoir envie. Le discipliné agit de la même manière, qu'il en ait envie ou non. Cette différence qui paraît minime est un abîme dans les résultats sur 5 ans. Regarde dans le quotidien. Le médiocre rentre à la maison et allume la télévision parce qu'il est fatigué. Il zappe, dit n'importe quoi et se laisse aller sur le canapé avec la lumière bleue de l'écran sur le visage. Celui qui progresse se force à lire, à pratiquer, à programmer, à améliorer une compétence. Il passe la porte, pose son sac, se sert un verre d'eau et s'assied à son bureau pour réviser ce qu'il s'est promis de faire avancer, même si le silence de la maison pèse. Le médiocre abandonne la salle de sport à la 3e semaine parce qu'il ne ressent plus le rush du début. Le discipliné y va quand même sous la pluie ou quand la musique de la salle l'agace. Le médiocre choisit des loisirs qui ne font que divertir et se justifie en disant qu'il faut aussi profiter. Celui qui avance choisit des loisirs qui construisent du discernement, de l'autocontrôle et de la capacité à décider. Le premier se noie dans les excuses. Le second se forge dans l'habitude inconfortable. Les conséquences ne tardent pas à se manifester. Le médiocre commence à éviter ceux qui le confrontent à sa routine vide. Il baisse les yeux quand on lui demande où en est son projet. Le discipliné, même s'il ne parle pas de ses progrès, reçoit le respect silencieux de ceux qui observent ses actes. Ce n'est pas de la malchance. C'est ton manque de discernement et d'autocontrôle. Personne ne va te respecter pour faire ce qui est facile quand tu en as envie. Le respect envers soi-même et des autres se gagne en faisant ce que tu dois, même quand tout en toi crie que tu n'en as pas envie. Tu peux continuer à attendre d'être inspiré, mais le temps t'écrasera quand même. La différence entre celui qui construit et celui qui reste spectateur, ce n'est pas le talent. C'est qui agit quand la motivation n'existe pas. La maîtrise, c'est agir sans témoin. Le véritable progrès ne se cache ni dans la nouveauté, ni dans la distraction. Ce que tu choisis de faire pendant ton temps libre en dit plus long que tes paroles ou tes intentions. La différence entre avancer et stagner est simple. Pratiquer ce qui apporte, non ce qui divertit. La compétence se construit dans la répétition, la discipline et le renoncement au trivial. Le discernement n'apparaît pas de nulle part. Il se cultive en choisissant ce qui est utile, en affinant son environnement et en cessant de chercher l'approbation là où elle n'a pas d'importance. Il n'y a pas de raccourci ici. Les résultats parlent d'eux-mêmes. L'environnement que tu tolères fixe ton standard. Si tu disperses ton énergie, personne ne la concentrera à ta place. Ce que tu fais quand personne ne te regarde, c'est cela qui compte vraiment. Ce n'est pas une question d'envie, mais de faire ce qui doit être fait. Dis-moi en commentaire quelle leçon t'a le plus marqué. Si cela t'a été utile, abonne-toi. Maintenant tu le sais.
La plupart des gens parlent trop et écoutent peu. C'est inconfortable de l'admettre, mais souvent nous remplissons l'air de mots juste pour nous sentir présents, comme si la valeur de ce que nous disons se mesurait en quantité et non en impact. La réalité est autre. Celui qui tire des mots sans contrôle perd son autorité. Le respect se négocie à chaque conversation et, que cela te plaise ou non, ton influence dépend moins de ce que tu dis et plus de comment et quand tu choisis de te taire. Il y a un coût psychologique à parler sans réfléchir, une dette interne qui se paie par une perte de crédibilité et d'opportunité. Les stoïciens l'ont compris avant tout le monde. Il ne s'agit pas de te réprimer, mais de filtrer chaque mot comme si tu devais rendre des comptes à la fin de la journée. Parler moins n'est pas une faiblesse, c'est une discipline. Une pause bien placée génère plus de tension qu'un discours interminable. Chaque fois que tu choisis le silence stratégique, tu entraînes ton caractère. Chaque fois que tu transformes une affirmation en question, tu ouvres des portes au lieu de dresser des murs. Ici, tu ne trouveras pas de trucs bon marché ni de promesses vides. Il s'agit de forger une communication qui pèse, qui laisse une empreinte et qui élève ton image dans n'importe quel environnement. Choisis tes mots comme on choisit ses batailles. Peu, précis, nécessaire. Celui qui contrôle le silence contrôle la conversation. Parler moins est un acte de pouvoir. Allons approfondir cette compétence. 1. Parle seulement lorsque tu apportes une réelle valeur. La plupart des gens parlent trop parce qu'ils ont peur de passer inaperçus, mais en réalité, ils finissent par devenir invisibles simplement en remplissant l'espace avec des mots sans poids. Parler pour parler, lâcher des phrases pour apaiser l'anxiété de se sentir inclus ou pour masquer des insécurités, c'est la recette parfaite pour devenir du bruit de fond dans l'esprit des autres. Si tes mots n'apportent pas de valeur réelle, tu es tout aussi superflu qu'un commentaire irrélevant dans une conversation d'ascenseur. Tu veux être pris au sérieux. Commence par cela. Chaque fois que tu ouvres la bouche, demande-toi si tu ajoutes vraiment quelque chose. Pas ce que tu aimerais ajouter, pas ce dont ton ego a besoin pour se sentir important, mais quelque chose qui a du poids, qui change la direction de la conversation, qui fait gagner du temps ou de l'énergie à l'autre, qui remet en question une fausse croyance ou qui construit une solution. S'il n'y a pas cette contribution, ferme la bouche et observe comment l'inconfort du silence commence à travailler en ta faveur. L'excuse de « c'est juste moi, j'aime discuter » est un déguisement pour la paresse mentale. Parler beaucoup parce que c'est comme ça que je suis, est comme dire que tu préfères ne jamais entraîner tes muscles parce que la paresse fait partie de ton identité. De telles excuses te maintiennent seulement faible, irrélevant et oubliable. L'habitude de filtrer ce que tu dis n'est pas de la répression, c'est de l'autogouvernance. C'est la différence entre un amateur et quelqu'un qui prend sa réputation au sérieux. La prochaine fois que tu seras tenté de parler impulsivement, souviens-toi que chaque mot sans substance est un investissement perdu. Tu paies avec ta crédibilité et tu ne t'en rends pas compte jusqu'à ce que plus personne ne t'écoute. Ne confonds pas présence avec protagonisme. Beaucoup de gens croient que pour être respecté ou mémorable, il faut occuper tous les espaces, mais ceux qui font vraiment la différence sont ceux qui choisissent quand intervenir et quand observer. Parler seulement lorsque tu as quelque chose de précieux à apporter est inconfortable, car cela te rend vulnérable à la possibilité du rejet, de l'erreur, de ne pas briller à chaque instant. Mais cet inconfort est un entraînement. C'est le prix à payer pour construire une voix qui a du poids. Chaque fois que tu choisis de te taire, lorsque tu n'as rien d'utile à dire, tu affines ton jugement, tu entraînes le muscle de la conscience de soi et tu laisses clairement entendre que tu n'es pas un de ceux qui tirent des mots au hasard. Ta voix ne prend de la valeur que lorsqu'elle n'est pas en promotion permanente. Ne donne pas ton opinion par habitude, ni ne remplis les vides parce que tu ne supportes pas le silence. Parle lorsque tu as quelque chose qui transforme le moment, pas seulement lorsque l'urgence d'être entendu t'envahit. C'est simple, celui qui filtre ce qu'il dit multiplie son influence. Celui qui parle pour parler disparaît. 2. Utiliser le silence comme outil de pouvoir.
Deux personnes assises face à face dans un café. L'une vient de lancer une opinion, elle attend une réaction, mais tout ce qu'elle reçoit est une pause inconfortable. L'autre, au lieu de répondre immédiatement, observe, laisse l'air peser un peu plus. Le silence s'étire et dans ce petit espace sans mots, quelque chose d'invisible se produit pour tous ceux qui regardent simplement de l'extérieur. La tension monte, l'attente se multiplie, et soudain la conversation n'est plus contrôlée par celui qui parle le plus, mais par celui qui sait soutenir ce vide sans trembler. La plupart des gens ne supportent pas ce moment. Ils le remplissent avec n'importe quelle phrase, une blague, une clarification, même une excuse inutile. Pourquoi? Parce qu'au fond, le silence nous terrifie. Il nous menace avec l'idée que si nous ne remplissons pas l'espace, nous perdons le contrôle, nous restons à découvert. Mais la vérité est l'inverse. Celui qui maîtrise le silence, maîtrise la conversation et parfois même la dynamique entière d'une relation. Le silence n'est pas absence, c'est une présence extrême. C'est la preuve que vous n'avez pas besoin de prouver quoi que ce soit avec des mots pour avoir du poids. Il faut plus de force intérieure pour supporter une pause inconfortable que pour exprimer une opinion. L'impulsion automatique de répondre tout de suite, de se justifier, d'expliquer, de contredire, vient d'insécurité profonde. Peur d'être mal compris, peur de perdre l'approbation, peur de porter les conséquences de ne pas réagir. Utiliser le silence comme outil de pouvoir est un entraînement psychologique brutal, car cela vous oblige à tolérer l'inconfort de ne pas avoir le contrôle apparent, de laisser l'autre révéler plus de lui-même pendant que vous maintenez simplement le regard et le calme. Chaque fois que vous choisissez d'attendre 2 secondes de plus avant de répondre, vous envoyez le message que l'anxiété ne vous contrôle pas, que vous avez du discernement, que vos mots ne sont pas à vendre en échange d'une acceptation bon marché. Le silence vous met à l'épreuve. Il vous confronte à l'addiction à la gratification instantanée que procure le fait de parler. Il vous oblige à écouter vraiment, à lire le langage non verbal, à détecter les nerfs, les doutes, les contradictions chez l'autre. Et surtout, il vous donne l'occasion de réfléchir avant de balancer des mots qui, par la suite, vous pèsent comme une dette. Les stoïciens le savaient. Parlez peu, mais pensez beaucoup. Le silence est l'outil le plus sous-estimé de l'influence. Celui qui le supporte le gouverne. N'ayez pas peur de la pause. Transformez-la en votre terrain sûr. La prochaine fois que vous ressentirez l'impulsion de parler juste pour alléger la tension, rappelez-vous ceci. Parfois, la plus grande force ne se manifeste pas dans la voix, mais dans la capacité d'attendre. Celui qui maîtrise le silence n'est jamais désespéré. Celui qui ne supporte pas le vide se trahit. 3. Filtre tes mots avant de les exprimer. Il y a quelque chose d'inconfortable que nous admettons rarement. La plupart du temps, nos mots sortent de manière incontrôlée, comme s'il y avait un mécanisme automatique qui se déclenche verbalement avant que la conscience ne se réveille. Je me suis surpris à réagir, à donner mon avis ou à défendre des idées que, si j'y pensais 2 minutes de plus, je ne dirais jamais à voix haute. C'est une sorte de réflexe conditionné par la précipitation intérieure de ne pas vouloir me sentir hors de place, de ne pas porter l'inconfort de paraître indifférent ou distant. Mais ce pilote automatique a un coût invisible. Le respect s'érode, la perception de ton jugement se fracture et tes mots commencent à perdre le poids qu'ils devraient avoir. C'est ici qu'intervient une décision inconfortable mais nécessaire. Filtrer chaque mot avant de le lâcher, même si cela implique de paraître moins spontané ou même plus froid. Tu ne filtres pas pour te censurer, tu filtres pour te gouverner. Le processus est plus mécanique qu'il n'y paraît. Chaque phrase que tu penses dire passe d'abord par le tamis de la vérité. Est-ce que ce que je vais dire est réel ou est-ce que je l'exagère pour impressionner, me justifier ou remplir le vide? Si la réponse n'est pas un oui catégorique, le mieux est de se taire. Ensuite vient le filtre du besoin. Est-ce que cela ajoute vraiment quelque chose à la situation ou cela va-t-il juste nourrir mon besoin de me sentir inclus ou validé? La plupart des commentaires, si tu es brutalement honnête, ne cherchent que la reconnaissance, pas des solutions.
Enfin, le filtre de l'intention. Ce que je vais dire est-il constructif ou cherche-t-il simplement à avoir raison, à marquer son territoire ou à décharger ma frustration? S'il n'y a pas d'intention claire d'apporter quelque chose, tu n'obtiens qu'une augmentation de la distance émotionnelle ou intellectuelle avec les autres. La pratique constante de filtrer les mots est l'un des entraînements les plus difficiles, car elle te confronte à tes propres mécanismes de défense. L'urgence de te justifier, l'addiction à l'approbation, la peur de rester invisible. Mais le résultat est brutal. Quand tu ne parles qu'après avoir réfléchi, les gens commencent à t'écouter avec plus d'attention. Ton opinion acquiert un poids spécifique, et ce qui était auparavant du bruit se transforme en une présence réelle. Chaque mot a un coût, et la plupart des gens ne réalisent pas qu'ils le paient avec leur propre crédibilité jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Le filtre est ton assurance psychologique. Il réduit le risque de regrets, de conflits inutiles et d'érosion des relations importantes. Parlez moins, pensez plus, filtrez toujours. L'autocontrôle commence sur la langue. Ce que tu dis te définit bien plus que tu ne l'imagines. Une seule phrase inutile peut te coûter des jours de confiance. Les mots sans filtre sont une dette émotionnelle que tôt ou tard tu devras rembourser. 4. Formule des questions au lieu d'imposer des idées. Un marteau qui ne sait que frapper ne construit jamais une porte qui s'ouvre. Chaque fois que tu imposes ton idée comme un coup sec sur la table, tu fermes une entrée invisible dans l'esprit de l'autre. Observe la scène, une salle de réunion, lumière blanche, papiers étalés, quelqu'un croise les bras, la mâchoire tendue, le regard baissé, esquivant le contact direct. L'atmosphère se charge de l'électricité muette de la résistance. Peu importe à quel point ton opinion est logique, ni combien de raisons tu as. Si tu la lances comme un poids mort entre vous, tu ne fais que pousser l'autre à se retrancher derrière son orgueil. Personne ne se laisse transformer par des ordres déguisés en arguments. Ce qui bouge vraiment, c'est la porte entrebâillée d'une question bien posée, celle qui n'impose pas, mais qui invite. La différence est subtile et brutale. Tandis qu'une affirmation bloque des chemins, une question ouvre des routes internes que même l'autre personne ne voyait pas. C'est l'art de semer l'inconfort fertile. Tu observes comment l'autre s'arrête, sa respiration change, ses doigts tambourinent sur la table, sa pupille se déplace cherchant une réponse propre, pas une réplique mémorisée. C'est là que se produit la véritable transformation d'une conversation, non pas quand tu gagnes, mais quand l'autre est contraint de repenser ses certitudes. Le geste change, le ton baisse, la posture se détend ou se tend, mais l'air n'est jamais le même après une question qui dérange sans attaquer. Il n'y a pas de défense possible contre une question honnête. L'esprit doit s'ouvrir, ne serait-ce qu'un peu pour tenter de répondre. Pose des questions, non pas pour exhiber ce que tu sais, mais pour montrer que l'autre compte. C'est un défi silencieux. L'as-tu vraiment réfléchi? Peux-tu soutenir cet argument au-delà de l'habitude? Ne dis pas « les choses sont ainsi ». Demande « quelle preuve as-tu de cela ?» ou « comment es-tu arrivé à cette conclusion ?» Observe comment l'ambiance change, la sensation de siège disparaît, une tension productive apparaît, un investissement émotionnel dans la réponse. Parlez moins, posez plus de questions. C'est comme cesser de pousser une porte fermée avec l'épaule et commencer à chercher la clé avec patience. Il n'y a pas de raccourci. L'influence réelle se construit à base de questions inconfortables et de temps pour que l'autre pense. Les gens se souviennent de qui les a invités à découvrir, pas de qui leur a imposé des croyances. Si tu veux que tes mots aient un écho, fais de la question ton outil principal. La question ouvre des chemins que l'imposition bloque. Apprendre à poser des questions n'est pas une faiblesse, c'est une intelligence stratégique. Cela te place dans la position de celui qui guide sans forcer, de celui qui provoque la réflexion sans détruire le lien. Ainsi, ta présence pèse plus que n'importe quel argument. Celui qui pose des questions dirige la conversation sans élever la voix. 5. Maîtrise ton langage corporel dans chaque dialogue. Ton corps parle toujours plus fort que ta bouche, même si tu fais semblant de ne pas t'en rendre compte.
Élimine l'excuse de « c'est comme ça que je suis », car ton langage corporel n'est pas un accident, c'est un reflet entraîné de ce que tu penses de toi-même et de ce que tu crois mériter dans chaque interaction. Si tu marches voûté, si ton regard se détourne, si tes mains tremblent ou jouent avec n'importe quel objet, ne le justifie pas en disant que c'est ta façon d'être, c'est un abandon déguisé en authenticité. Ce que tu projettes physiquement est la somme de toutes tes insécurités tolérées et de toutes les peurs que tu n'as jamais osé affronter. Les gens te jugent en quelques secondes et tu continues à penser que l'important est le contenu de ton discours. Erreur brutale. Le respect est d'abord accordé à la posture, pas à la parole. Tu peux lire 1000 livres, mais si ton dos crie l'insécurité et que tes yeux se cachent, personne ne te donnera le bénéfice du doute. La présence n'est pas génétique, c'est une décision quotidienne. C'est une discipline physique et mentale qui se travaille chaque fois que tu choisis de ne pas t'affaler sur une chaise, chaque fois que tu soutiens le regard au lieu d'éviter le contact, chaque fois que ta voix sort claire et ferme, même si à l'intérieur tu ressens la pression de céder. Tu veux qu'on te prenne au sérieux? Arrête de bouger comme si tu demandais la permission. Personne ne respecte celui qui supplie de l'espace avec son corps. Le langage corporel est le premier filtre. Si tu échoues là, tout le reste se dévalue avant même de commencer. Il ne s'agit pas de feindre des postures de pouvoir vides. Il s'agit d'aligner ta présence externe avec ton intention interne. Redresse le dos, relâche les épaules, détends la mâchoire. Arrête le pied qui tremble d'anxiété. Si le contrôle de soi commence sur la langue, il se consolide dans le corps. Ta posture n'affecte pas seulement la façon dont les autres te voient, elle conditionne aussi ce que tu te permets de penser de toi. Un corps recroquevillé est un esprit recroquevillé. Un regard ferme est une déclaration silencieuse que tu n'es pas une proie facile. Personne ne te confère d'autorité, tu la transmets ou tu la perds dans les 5 premières secondes. Chaque fois que tu entres dans une conversation, rappelle-toi que les autres ont déjà rendu leur verdict avant que tu ouvres la bouche. Tu décides si cela joue en ta faveur ou contre toi. Contrôler ton langage corporel n'est pas de la manipulation, c'est du respect pour ta présence. Ne te cache pas derrière des gestes faibles, ne cède pas de territoire avec des mouvements incertains. L'influence est physique avant d'être mentale. Fais en sorte que ton corps parle clairement ou prépare-toi à ce que tes mots soient ignorés. L'attitude se construit depuis la posture, pas depuis la fantaisie que l'important est le contenu. Celui qui maîtrise son langage corporel domine la conversation avant de prononcer un seul mot. Ton corps est ta première déclaration. Fais en sorte qu'il pèse. 6. Reste calme face à toute réaction extérieure. La plupart des gens ne veulent pas l'admettre, mais la réaction des autres t'affecte beaucoup plus que tu ne voudrais l'accepter. Tu te dis que tu es fort, que tu as du jugement, que tu ne dépends pas de l'approbation des autres. Mais il suffit d'un rictus de désapprobation, d'un froncement de sourcils, d'un silence glacial ou d'une réponse cinglante pour que l'insécurité commence à travailler de l'intérieur. C'est automatique. Ton esprit interprète chaque geste comme un jugement. L'anxiété accélère le pouls, l'orgueil se met sur la défensive, et soudain, tu commences à réagir, à justifier, ou même à adoucir ton ton pour éviter le conflit. Ce que tu ne vois pas, c'est qu'à cet instant, tu as perdu le contrôle de la conversation et que tu l'as remis sur un plateau. La véritable influence ne se mesure pas à ce que tu réussis quand tout coule de source, mais à ta capacité à maintenir un calme absolu lorsque l'atmosphère se tend et que la réaction de l'autre essaie de te déstabiliser. Le premier instinct est presque toujours émotionnel. Tu ressens le coup d'une critique, un rire sarcastique, un regard d'incrédulité et ton cerveau déclenche les alarmes. Le corps le ressent comme si l'on te dépouillait de ta valeur, comme si ton argument dépendait de la réaction des autres pour être valide. Mais le principe stoïque est brutal. La seule chose que tu peux contrôler est ta réponse, pas la réaction de l'autre. Chaque fois que tu permets à un geste extérieur de déterminer ton état intérieur, tu te fragmentes un peu plus. Ta sécurité devient une puce de poker que l'autre peut jouer quand il le souhaite.
C'est pourquoi la discipline la plus difficile n'est pas de parler peu ni de contrôler le langage corporel, mais de maintenir le même calme, la même clarté et le même ton même si ton interlocuteur se sent mal à l'aise, s'énerve ou te remet en question ouvertement. Le véritable autocontrôle n'est pas de rester immobile, c'est de ne pas permettre à la réaction des autres de dicter ton prochain mouvement. Des mécanismes internes commencent à te saboter. Le besoin de plaire, la peur de perdre une relation, l'urgence de défendre ton point de vue pour ne pas te sentir faible. C'est un dialogue interne qui s'active sans que tu t'en rendes compte. C'est là que tu dois intervenir avec une honnêteté brutale. Réagis-tu pour défendre ton ego ou pour apporter quelque chose de réel? Si ton calme dépend du climat émotionnel de l'autre, tu es prisonnier de toute fluctuation extérieure. La liberté psychologique commence là où s'arrête la dépendance aux applaudissements ou à l'approbation. L'entraînement est inconfortable. Supporter l'inconfort d'une réaction négative sans céder à la nécessité de te justifier ou d'adoucir ta position juste pour soulager ton propre malaise. Supporter le poids du désaccord sans chercher refuge dans la complaisance, soutenir le regard, maintenir le corps ferme, laisser le silence travailler au lieu de l'étouffer avec des explications vides. C'est ici que se construit le véritable respect, celui qui ne s'agenouille pas devant la pression sociale ni ne négocie son jugement en échange d'un calme superficiel. Reste calme face à toute réaction extérieure. Celui qui ne s'énerve pas dirige l'interaction. Ta sérénité est ton territoire. Celui qui ne le défend pas le perd toujours. 7. Pratiquez quotidiennement la communication intentionnelle. Un collègue vous demande comment vous avancez avec ce rapport qui est en attente depuis des jours. Il ne le fait pas avec de mauvaises intentions, mais vous ressentez la pression dans la façon dont il attend votre réponse, les yeux attentifs, la pause brève. Vous lâchez un « ça avance, je le termine presque », même si vous savez que vous n'avez pas fait de progrès. Vous auriez pu dire la vérité, vous auriez pu demander de l'aide ou établir une limite claire, mais vous choisissez la sortie rapide parce que l'habitude pousse plus fort que l'intention. C'est ainsi que le pilote automatique s'installe. Lorsque vous ne pratiquez pas la communication intentionnelle, chaque petite interaction devient une somme de réponses réflexes, de phrases apprises, d'excuses à moitié pensées et de silences que vous ne choisissez pas, mais que vous tolérez. Ce qui semble être une simple conversation de couloir est en réalité le terrain d'essai où vous entraînez ou sabotez votre crédibilité et votre pouvoir de décision. Parler sans intention revient à laisser d'autres écrire votre scénario à votre place. Analysons le mécanisme. Votre esprit détecte une menace mineure, la peur de décevoir, le désir de ne pas avoir l'air mal, l'urgence de ne pas montrer de faiblesse. En quelques dixièmes de seconde, vous cherchez la réponse la plus confortable, celle qui expose le moins vos flancs. Mais ce confort a un coût. Chaque fois que vous choisissez des mots par réflexe, vous renforcez la croyance que votre opinion n'a pas tant d'importance, que votre vérité ne mérite pas le petit risque d'être dite. La communication intentionnelle exige que vous mettiez un frein à cet automatisme. Il ne s'agit pas de construire des discours théâtraux ni de devenir froid, mais de décider à chaque instant à quoi vous utilisez votre voix. Voulez-vous informer, défendre, soutenir, négocier ou simplement survivre à l'inconfort? La plupart ne se le demandent pas et ainsi, jour après jour, leur présence se dilue jusqu'à ce que le poids de leurs mots disparaisse. Parler pour parler est une fuite lente d'influence. Les conséquences sont cumulatives, vos relations personnelles se remplissent de malentendus, vos limites deviennent invisibles, votre réputation dépend de l'interprétation des autres et non de votre clarté interne. Pratiquer la communication intentionnelle est un entraînement quotidien, pas une recette magique. Cela exige que vous fassiez une pause d'1 demi-seconde avant de répondre, que vous filtriez l'urgence de plaire et la peur de ne pas vous intégrer. Cela signifie choisir, même si cela coûte, la réponse qui vous représente vraiment.
même si parfois cela signifie dire « je n'ai pas encore le rapport » ou « j'ai besoin de plus de temps » ou même garder le silence si vous n'avez rien d'utile à apporter. Chaque mot intentionnel est un investissement dans votre respect de soi et dans la qualité de vos liens. Celui qui parle avec conscience cesse d'être une victime de ses réflexes et commence à concevoir l'impact qu'il veut avoir sur le monde. Ne laissez pas l'habitude décider à votre place. Choisissez les mots qui vous construisent, pas ceux qui vous cachent. Pratiquez l'intention dans chaque conversation, car la somme de vos réponses quotidiennes est la biographie de votre caractère. 8. Sois précis et bref dans votre communication. Parfois, je me surprends à parler comme si j'essayais de combler un vide que personne d'autre ne voit. Je bouge les mains, je cherche des mots et je m'écoute de l'extérieur, ressentant comment chaque phrase s'allonge sans nécessité, comme si la peur de ne pas être compris me poussait à tourner en rond sur le même point. Le corps le sait avant l'esprit. La mâchoire se tend, les doigts se crispent, la respiration devient plus superficielle, quand je sens que la clarté m'échappe entre des explications superflues. C'est inconfortable de l'admettre, mais cette insécurité sous-jacente me pousse à surexpliquer, à remplir les espaces avec des détails qui ne font que distraire, à perdre le fil de ce que je veux vraiment dire. Le résultat est brutal. Plus je m'étends, moins mes mots ont d'impact. Et dans le regard de l'autre, je vois comment la tension se dissipe, comment le message devient faible, presque irrélevant. La brièveté n'est pas froideur, c'est précision. Être précis, c'est avoir la discipline de couper tout ce qui est inutile, de choisir le mot exact même si cela demande plus d'efforts, de laisser de côté la paille mentale qui ne sert qu'à apaiser mon anxiété, mais pas à communiquer. La scène est simple mais révélatrice. 2 personnes assises l'une en face de l'autre, tasse de café à la main, le murmure du lieu en arrière-plan. L'un parle pendant des minutes, s'embrouillant dans des justifications, des exemples, des répétitions. L'autre hoche la tête par politesse, mais ses yeux cherchent des voies d'évasion. Sa posture se referme, le pied commence à bouger sous la table. La précision se remarque dans la réaction physique de l'autre. Quand tu es direct et clair, le corps se détend, l'attention se concentre, la réponse arrive sans effort. Quand tu te perds dans des détours, l'intérêt meurt avant que tu termines ta phrase. Ce n'est pas une question de paraître intelligent ou d'impressionner, c'est un acte de respect. Le temps et l'énergie de l'autre sont limités. Chaque mot inutile est un fardeau que tu lui passes, une dette qu'il n'a pas demandée. La communication efficace est comme aiguiser un couteau. Il ne s'agit pas de couper pour couper, mais de faire en sorte que chaque mouvement ait une intention et une direction. La précision, c'est dire seulement ce qui ajoute, ce qui clarifie, ce qui résout. La brièveté, c'est laisser le silence compléter ce que les mots n'ont pas besoin d'expliquer. Parler avec précision ne signifie pas être sec. Cela signifie que chaque phrase a un but concret. Le muscle de la brièveté se travaille à l'effort, en choisissant consciemment ce qui reste à l'extérieur. Parle seulement de ce qui est nécessaire, dis seulement l'essentiel. C'est la ligne qui sépare celui qui pèse vraiment de celui qui ne fait que prendre de la place. Si tu veux laisser une empreinte, apprends à tailler tes phrases jusqu'à ce qu'il ne reste rien de superflu. Personne ne se souvient des explications interminables, seulement des sentences qui vont droit au but. Sois bref, sois précis. Celui qui économise des mots multiplie son impact. 9. Respecte ton authenticité en interagissant. Tu es comme une statue sculptée par des coups étrangers chaque fois que tu renonces à ton authenticité dans une conversation. Il n'y a rien de plus coûteux que de te trahir pour t'intégrer, dissimuler ou t'adapter à ce que les autres attendent de toi, juste pour recevoir la mendicité de l'approbation. C'est brutal. Tu passes ta vie à affiner ta voix intérieure, mais la peur du rejet te pousse à porter des masques, à moduler tes opinions, à réprimer ce que tu penses vraiment parce que tu crois que être toi-même est trop risqué, trop disruptif. Et ainsi, tu deviens un produit des attentes des autres, pas l'auteur de ta propre présence. Ne viens pas avec l'excuse que tu le fais juste pour éviter des conflits ou pour ne pas déranger. C'est la plus pauvre des excuses de l'auto-illusion.
L'authenticité n'est pas un ornement que tu choisis de porter quand l'environnement est confortable, c'est la colonne vertébrale de ta véritable influence. Si tu te trahis dans les petites choses, tu t'effondres dans les grandes. Chaque fois que tu te tais sur ce qui compte, que tu adoucis ta position par peur, que tu fais semblant d'être d'accord pour éviter la tension, tu hypothèques ton respect de soi au prix le plus bas. Ce n'est pas du courage d'être caméléon, c'est de la lâcheté déguisée en intelligence sociale. Les personnes qui ont le plus de poids dans n'importe quelle salle ne sont pas celles qui s'adaptent comme de la pâte à modeler, mais celles qui marquent leur territoire depuis leur vérité, même si cela signifie déranger ou rester seul. Quand tu parles depuis ton centre, sans demander la permission ni t'excuser d'exister, l'ambiance change. Certains te rejetteront, bien sûr, mais ceux qui resteront le feront pour ce que tu es, pas pour la version diluée que tu as inventée pour plaire. Ne confonds pas flexibilité et abandon de soi. Céder des points par stratégie est une chose. Trahir tes valeurs pour ne pas supporter l'inconfort du désaccord, une toute autre. Si ton authenticité ne sort que lorsqu'il y a des garanties d'applaudissements, alors c'est du pur théâtre. Le respect réel se construit avec l'inconfort d'être authentique même si cela fait mal, même si tu perds, même si tu vois sur le visage de l'autre le reflet de sa propre peur face à quelqu'un qui ne négocie pas sa voix. Ne t'habitue pas à diluer ton essence dans chaque interaction. Chaque mot que tu camoufles, chaque geste que tu fausses, chaque opinion que tu enterres pour bien paraître, est une brique de plus dans le mur de ta propre insignifiance. Respecte-toi suffisamment pour que ton authenticité ne dépende pas du climat externe. Souviens-toi de ceci. Celui qui négocie son authenticité perd son pouvoir. Parle depuis ta vérité, même si ta voix tremble. Ajuste ta posture au respect de soi, pas à l'approbation des autres. L'authenticité n'est pas un luxe, c'est un besoin vital, si tu veux que tes mots aient du poids et que ta présence laisse une empreinte. Il n'y a pas de raccourci. La seule façon de construire une véritable influence est de défendre ton centre, même sous la pression de 1000 attentes. Sois toi-même, sans compromis. L'authenticité est ton seul territoire inviolable. 10. Mesurez votre impact, pas seulement vos mots. Vous ne vous définissez pas par la quantité de mots, mais par le poids de votre effet. Le piège le plus courant est de mesurer la communication par l'étendue et non par les conséquences. L'ego vous trompe. Il vous fait croire que si vous avez beaucoup parlé, si vous avez rempli l'air de phrases soi-disant intelligentes, alors vous avez accompli quelque chose. Mais ce qui compte, en réalité, c'est ce qui reste chez l'autre après que vous ayez fermé la bouche. Que se passe-t-il réellement lorsque vous terminez de parler? L'esprit recherche une gratification immédiate. Il a besoin de sentir qu'il a dominé la situation, qu'il a convaincu, qu'il a été compris, mais c'est juste un mirage si vous ne vous arrêtez pas pour observer l'impact réel. La plupart des gens parlent et ensuite se déconnectent. Ils ne vérifient pas l'écho que laissent leurs mots, ne se demandent pas s'ils ont généré de la clarté ou seulement accru la confusion, s'ils ont mobilisé une décision concrète ou seulement semé le doute déguisé en argument. Le mécanisme le plus toxique est l'auto-tromperie. Confondre décharge émotionnelle avec influence, parler pour se vider soi-même et non pour transformer quoi que ce soit à l'extérieur. À l'intérieur, vous justifiez que vous l'avez au moins dit, mais ce que vous avez fait, c'est simplement déplacer de l'air. L'impact ne se mesure pas en quantité, il se mesure en transformation. Le muscle que presque personne n'entraîne est celui d'évaluer l'empreinte que vous laissez, au-delà de la satisfaction narcissique d'avoir eu la parole. Il est inconfortable de regarder la réalité en face et de reconnaître que parfois, votre parole n'a rien fait bouger, que votre présence est passée inaperçue, que votre message est tombé sur un terrain stérile parce que vous n'avez pas pensé à l'effet, seulement à l'expression. La véritable autorité ne réside pas dans le fait d'être entendu, mais dans le fait que votre message change quelque chose chez celui qui écoute. Une idée, une émotion, une attitude, même si c'est minime. Affinez votre auto-perception. Ne vous obsédez pas avec la perfection verbale, mais avec la conséquence. Avant de parler,
Demandez-vous quel résultat vous voulez provoquer. Et, après avoir parlé, observez sans auto-justification. L'énergie a-t-elle augmenté ou diminué? L'autre s'est-il ouvert ou s'est-il fermé? Y a-t-il eu une action, une nouvelle question, un silence fertile? Mesurez votre impact comme quelqu'un qui vérifie son solde bancaire, avec une brutalité honnête, sans embellissement. Le respect de soi grandit lorsque vous êtes capable d'accepter sans drame que parfois vous avez échoué et d'apprendre de ce vide. L'erreur n'est pas de ne pas avoir toujours l'effet désiré. L'erreur fatale est de ne jamais le mesurer et de continuer à répéter des formules qui ne fonctionnent pas. La communication consciente est un exercice d'autosurveillance. Ne vous contentez pas de bien sonner. Exigez que votre message fasse quelque chose de réel dans le monde. Ce qui n'impacte pas s'oublie. La voix qui ne cherche que le déchargement est invisible. L'influence est un solde qui se construit avec chaque phrase qui laisse une marque. Si vous voulez peser, mesurez votre trace, pas votre volume. Votre héritage est la conséquence, pas les applaudissements immédiats. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque.